Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude. Je vais vous expliquer les nouvelles règles du fair play financier pour cette saison 2023-2024 en Liga, donc avec des exemples, afin de vous expliquer du maximum que je peux ces règles du fair play financier en Espagne, et pour vous montrer que ensuite ces calculs sont tellement faciles que vous pourrez les faire vous-même. Alors, tout d'abord, petit rappel, qu'est-ce que le fair play financier de la Liga? C'est des règles qui ont été mises en place par Javier Tebas il y a quelques saisons afin d'apporter, on va dire, un contrôle sur les dépenses des clubs. Il faut savoir que ces règles, depuis 2013, sont mises en place en Liga et ont été plus ou moins efficaces. Il faut savoir que c'est le Covid, donc en 2020, qui a créé un déséquilibre entre les revenus et les dépenses. Donc beaucoup de clubs qui d'habitude respectaient ce fair play financier de la Liga et ont eu énormément de pertes, et bien tellement de pertes qu'ils ont dû d'une certaine manière compenser avec cela, ce qui a évidemment eu un effet négatif sur le fameux fair play Liga, les limites salariales, etc. que je vais vous expliquer. Donc ça, c'est important de l'expliquer. Pourquoi le Barça par exemple, ou le Real Betis, le FC Séville sont concernés, et pourquoi pas le Real? Tout simplement parce que le Real a toujours eu des chiffres positifs au niveau économique à la fin de l'exercice, alors que les autres clubs, c'était pas le cas. Par exemple le Barça, rappelez-vous, en année de Covid, eh bien c'était plus de 400 millions d'euros de pertes. Typique exemple, ce qui a eu un effet évidemment sur la limite salariale. Bon, c'est quoi la limite salariale? La limite salariale, en gros, c'est un chiffre que la Liga donne chaque année aux clubs, évidemment tous les clubs espagnols. Il est basé sur les revenus et les dépenses budgétées par les clubs, et ensuite avec un calcul, la Liga fixe ce qu'on appelle la limite salariale. C'est les dépenses au niveau de la masse salariale que les clubs espagnols ne peuvent pas dépasser. Il faut savoir que cette limite salariale, elle est composée de ce qu'on appelle la masse salariale, ce qui est les primes pour les joueurs, primes à la signature, primes aux agents, les salaires des joueurs, mais aussi les amortissements annuels des transferts, donc le coût d'un transfert annuellement. Il faut également comptabiliser que pour le Barça par exemple, il s'agit de toutes les sections qui sont également prises en compte concernant la masse salariale, les salaires. C'est important de le préciser, puisque c'est quand même spécialement pour le Barça qui est un club omnisport aussi, il faut le préciser. Donc, on va aller plus concrètement dans les choses. Le Barça, depuis quelques années, bon, je vous ai mis un petit graphique pour vous montrer l'évolution de cette limite salariale et de la masse salariale. En gros, bon, la limite salariale était plus ou moins normale jusqu'au Covid, comme je vous l'ai dit, où c'était vraiment très bas, elle était même négative à un moment donné, alors que la masse salariale, elle, ne l'était pas. Donc il y a eu un gros différentiel qui s'est créé, qui a eu donc beaucoup de répercussions sur toutes les saisons suivantes, et on le paye encore aujourd'hui. Le Barça, avec les palancas, donc les deals économiques, les leviers, les fameux leviers effectués l'année dernière, a réussi à équilibrer la balance limite salariale, masse salariale, comme vous pouvez le voir à partir de juin 2022. D'ailleurs, pour cela qu'on a pu faire des joueurs comme Koundé, comme Lewandowski, comme Rafinha, en somme, des joueurs qui coûtent beaucoup d'argent. Néanmoins, ces deals économiques, ces leviers économiques, eh bien on ne peut plus les utiliser comme l'année dernière pour ce mercato. Et donc la situation a été prise par le club d'une certaine manière. Je pense la manière qui aurait dû être mise en place dès le début, c'est la baisse des dépenses et tenter d'augmenter en parallèle les revenus. Évidemment, cette stratégie est la meilleure, c'est pour cela qu'en ce moment on entend beaucoup parler du basket avec les baisses de salaire, des ruptures de contrat, bref, beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment au niveau des dépenses pour les baisser, évidemment plus de revenus de sponsoring aussi. Le Barça travaille, on va dire, plus ou moins bien sur cette facette-là. Je pense que néanmoins on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, mais c'était aussi beaucoup plus compliqué de faire partir des joueurs comme Busquets, Jordi Alba, etc., qui avaient un gros salaire déjà, mais beaucoup plus compliqué puisque le contrat était présent. Bref, aujourd'hui, on calcule à peu près le différentiel entre la limite salariale qui va être fixée
par la Liga pour la saison 2023-2024 et la masse salariale, un différentiel de 80 millions d'euros. Donc le Barça travaille en ce moment notamment pour baisser cet écart de 80 millions d'euros. Bon, on a calculé aux alentours de 545 millions d'euros la masse salariale actuellement au moment où je vous fais la vidéo, donc en tenant compte des arrivées de Gundogan et d'Inigo Martinez. Évidemment, j'ai pris également en compte le salaire d'Umtiti, qui lui également, je vais vous expliquer que les ruptures de contrat n'ont aucun effet sur le fair play financier. Il faut savoir que par exemple, en gros, si on a un joueur, prenons le cas de l'Anglais, l'Anglais qui a un salaire on va dire de 16 millions d'euros brut, si le Barça trouve un accord avec lui pour le payer 16 millions d'euros et donc mettre fin à son contrat alors que son contrat continue jusqu'en 2026, eh bien la limite salariale elle va baisser de 16 millions d'euros. Malgré que tu dépenses quand même ces 16 millions d'euros, mais comme ce n'est pas une dépense entre guillemets de masse salariale habituelle prévue, eh bien le fair play financier de la Liga considère que cette dépense n'est pas tenue en compte pour le calcul de la limite salariale, ce qui est positif, et c'est d'ailleurs pour cela que le Barça, vu qu'on a un exercice comptable très très positif pour la saison 2022-2023, on a profité pour dealer avec Umtiti une rupture de contrat avant le 30 juin. Donc ça c'était important, et donc pour Umtiti, je sais pas, par exemple disons qu'il a un salaire de, je sais pas, allez, 50 millions d'euros, j'invente, et bien ces 50 millions d'euros vont baisser dans la masse salariale et auront aucun effet sur la limite salariale ou autre. Donc ça c'était vraiment important pour le Barça. Donc aujourd'hui le Barça a un différentiel de 80 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, importantissime à trouver. Donc le club continue à essayer de se renforcer, mais également de faire des ventes. Et les ventes, ça va être le plus important à mon avis, même si c'est très très compliqué, le club travaille sur cela. Bon, je vais vous expliquer en gros les règles qui s'appliquent quand ta masse salariale est beaucoup plus élevée que la limite salariale. Comme je vous l'ai dit, il y a un différentiel de 80 millions d'euros, donc nécessairement, le Barça a une limite salariale qui est inférieure à la masse salariale. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a deux situations. Il y a la situation où, par exemple, un joueur, je vous ai mis l'exemple de De Jong, eh bien, De Jong, comme il a un salaire de 38 millions d'euros bruts annuel, il faut savoir qu'il avait baissé son salaire, puis il a récupéré cet argent, donc c'est pour ça qu'il a un salaire élevé aujourd'hui. Eh bien, si tu arrives à vendre De Jong à 100 millions d'euros, par exemple, je vous ai mis tous les calculs, tu as des règles qui s'appliquent. Comme De Jong a une masse salariale qui représente plus de 5% de la masse salariale totale, eh bien, tu as des règles qui sont applicables. La règle du 60% pour l'économie salariale et l'amortissement annuel, et du 35% pour la plus-value comptable. En bref, calcul très simple, tu économises 38 millions d'euros, et bien tu as 60% de ces 38 millions d'euros que tu pourras réutiliser. Tu as également l'économie de l'amortissement annuel, donc 60% de l'amortissement annuel qui je crois de 12 millions d'euros, ça te donne 7,2. Plus-value comptable, si tu le vends à 100 millions d'euros, comme il reste 35 millions d'euros à amortir, tu as 65 millions d'euros de plus-value comptable qui te permettent en gros d'augmenter ta limite salariale. Et en plus de cela, comme nous on est dans le cas où on est en dessous au niveau de la masse salariale par rapport à la limite salariale, eh bien on a cette règle du 35% pour les plus-values comptables qui nous donne un autre fair play financier. Et quand tu additionnes tous ces fair play financiers générés par la vente par exemple de De Jong, tu as 52 millions d'euros de fair play générés par la seule vente de De Jong. C'est-à-dire que ces 52 millions d'euros, tu peux les réinvestir facilement sur le mercato et être très très actif, et je vais vous expliquer pourquoi 52 millions d'euros c'est énorme, tout simplement avec un exemple ensuite. Mais tu as aussi l'autre situation où dans ce cas-là, le joueur a une masse salariale qui représente moins de 5%. Bon, c'est quand tu as un salaire qui est quand même plus ou moins contrôlé par le Barça. J'ai mis le cas de Ferran Torres par exemple. Dans ce cas-là, tu peux réutiliser 50% de l'économie salariale et l'amortissement et 20% de la plus-value comptable. Bref, j'ai fait un calcul très simple dans le cas où on l'avait vendu à 50 millions d'euros, ce qui paraît quand même très peu probable, et ça donne à 13 millions de fair play seulement créés pour Ferran Torres. Tout simplement pour vous montrer que De Jong, qui a une grosse valeur, qui a un gros salaire, c'est un joueur qui
créerait beaucoup de fair play. Néanmoins, il n'est pas sur le marché malgré les rumeurs encore ces derniers jours. Le Barça donc tente plutôt de vendre des joueurs qui sont déjà amortis, qui donc permettent d'avoir des plus-values comptables énormes. C'est pour ça que le Barça a voulu vendre par exemple Ansu Fati et que maintenant il se fixe plutôt sur Kessié que par exemple sur Ferran Torres. Donc tout cela c'est normal, c'est une question plutôt économique que sportive. Bref, tous ces calculs sont importants, rappelez-vous du chiffre de 52 millions d'euros et demi. Comment le Barça, combien de fair play tu as besoin pour recruter un joueur? J'ai mis typiquement l'exemple de Victor Roque. S'il coûte 35 millions d'euros, j'ai mis de côté les bonus parce que les bonus ont l'air très compliqués. Eh bien, le calcul est facile, hein. C'est le prix divisé par l'année de contrat, il y a 5 ans maximum avec les nouvelles règles de la FIFA, plus le salaire annuel. Bref, Victor Roque, c'est à peu près 11 millions d'euros de fair play financier nécessaire pour l'enregistrer. 11 millions d'euros seulement. Alors que De Jong, je vous ai dit tout à l'heure, créait 52 millions d'euros. C'est typiquement un exemple pour vous montrer qu'avec 52 millions d'euros, tu as beaucoup de marge de manœuvre pour le mercato. Mais comme je vous l'ai dit, comme il ne va pas partir, c'est juste un exemple pour vous montrer en fait les calculs à faire en cas de certaines ventes effectuées pour certains joueurs. Donc, dans le cas où on revient à De Jong, où il part, c'est une autre facette du fair play financier de la Liga. Comme il te libère beaucoup en masse salariale, beaucoup en amortissement annuel, et en plus tu as une plus-value comptable, eh bien ta limite salariale, elle va monter, et la masse salariale, en parallèle, va baisser. Et donc le différentiel que je vous parlais de 80 millions d'euros, eh bien, baisserait énormément, jusqu'à peut-être arriver à un équilibre. Et cet équilibre te permettra d'être soumis aux règles classiques, comme tous les clubs, on va dire, qui respectent le fair play financier de la Liga à la lettre, être soumis à la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire que si tu vends un joueur qui te crée, je sais pas, 50 millions de fair play financier, eh bien, tu peux réinvestir cet argent directement à égale valeur. Donc ça, c'est très très important pour le FC Barcelone de revenir à ce fameux équilibre du 1 pour 1. C'est ce qu'on avait l'année dernière quand on a recruté Lewandowski, Koundé ou encore Rafinha, ce qui nous a permis d'être beaucoup plus actifs sur le marché. Mais après, quand tu recrutes au 1 pour 1, bien nécessairement, vu que tu as une hausse de la masse salariale et de l'amortissement par la nouvelle recrue, eh bien tu redépasses ce 1 pour 1. C'est pour ça que l'objectif final sur les prochaines années, on va dire, c'est que le Barça réussisse à avoir une limite salariale beaucoup plus élevée par rapport à la masse salariale pour avoir, on va dire, une marge de manœuvre beaucoup plus grande sur le mercato. Bref, j'espère que ça c'est assez clair pour vous. Donc les perspectives de ce mercato, si je suis très honnête avec vous, l'objectif du club, pour moi, ça va être soit de faire des dépenses basses, entre guillemets, on va dire à 20 millions d'euros max, ou des prêts, des joueurs prêtés, c'est juste de la masse salariale au niveau du salaire, et pas d'amortissement. Donc c'est parfait pour le club. L'objectif vraiment prioritaire aujourd'hui, c'est évidemment la vente des joueurs. Vendre des joueurs, les prêter pour économiser des salaires, bref, beaucoup de choses, et je n'écarte pas la rupture de certains contrats pour baisser le différentiel masse salariale, limite salariale. Pour ça qu'on parle ces derniers temps, notamment d'un peut-être accord avec l'anglais, d'un accord peut-être également avec un joueur comme Alex Collado, etc. Tout cela, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, et le Barça va profiter de ces règles où tu as une rupture contractuel qui n'est pas pris en compte, on va dire négativement par le fair play financier, et qui te permet en plus de baisser la masse salariale. Mais si tu fais que des ruptures de contrat, bah tu dépenses quand même de l'argent. Et cet argent dans les comptes, ça peut avoir un mauvais effet. Donc c'est pour ça que le Barça l'a fait avec Umtiti avant le 30 juin, vu qu'on était plutôt tranquille dans l'exercice comptable précédent. Donc à voir ce qu'ils vont faire pour cet exercice comptable, si le Barça va le faire plutôt largement ou pas. Moi je pense qu'ils vont pas le faire largement, je pense qu'ils vont le faire peut-être sur 1 ou 2 cas maximum, avec des salaires on va dire moyens, tout simplement. Bref, j'espère que la vidéo aura été suffisamment comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou venir sur Twitter en message privé, je suis disponible pour vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme d'habitude. Comment soutenir la chaîne? Tout simplement en likant, en vous abonnant, en partageant la vidéo, parce que pas mal de gens ne comprennent pas forcément ces règles du fair play financier
de la Liga. Et surtout, si vous voulez me soutenir également économiquement, tout se passe sur Twitter, sur le bouton souscrire. Bref, je vous remercie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.